Le matin où elle a appelé pour me demander si j'avais goûté les chocolats, sa voix avait cette prudence artificielle, trop posée, trop polie, comme quelqu'un qui lit un texte répété 1000 fois. Les avez-vous appréciés, Gérard? Ceux que j'ai laissés devant la porte? J'ai fait une pause juste assez longue pour la faire patienter. Oh, ceux-là, ai-je dit. Je les ai donnés à ma comptable. Elle les a ramenés chez elle pour ses petits-enfants. Elle m'a dit qu'ils avaient adoré chaque bouchée. Silence. 3 pleines secondes de silence. Vous avez fait quoi, Gérard? Ils coûtaient très cher. Je les avais commandés spécialement pour vous. C'est très aimable à vous, ai-je répondu. Marguerite en sera très touchée quand je le lui dirai. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la neige tomber sur le jardin à l'arrière, ce même jardin où mon fils avait l'habitude de construire des cabanes en bois chaque mois de février. Où son père lui a appris à faire de la luge sur la petite pente que nous aménagions chaque mois de décembre, où 42 ans de cette famille avaient tranquillement pris racine. Les chocolats étaient posés sur le plan de travail de ma cuisine, non ouverts, exactement là où je les avais laissés. Je ne les avais donnés à personne. Mais la panique dans sa voix m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé, car cela n'a pas débuté avec des chocolats. Cela a commencé de la manière dont la plupart des désastres silencieux commencent, par un petit détail qui clochait. Je m'appelle Gérard Montfort. J'ai 69 ans. J'ai passé 32 ans en tant qu'expert comptable spécialisé dans la fraude financière au sein d'un grand cabinet à Lyon avant de prendre ma retraite. Et avant cela, j'ai travaillé 2 ans comme consultant en criminalité financière pour la brigade financière de la police judiciaire. Je sais quelle odeur a la fraude. Je sais comment les gens cachent de l'argent, falsifient des documents et réécrivent l'histoire pour obtenir ce qu'ils veulent. J'ai passé toute ma carrière à apprendre à repérer les petits détails qui ne collent pas. Ma femme, Céline, est décédée il y a 4 ans. Un cancer des ovaires, 18 mois entre le diagnostic et la fin. Elle était la personne la plus chaleureuse que j'ai jamais connue. Le genre de femme qui se souvenait de l'anniversaire de tout le monde, qui tenait un carnet avec les plats préférés de ses petits-enfants, qui pleurait devant les publicités à la télévision et ne s'en excusait jamais. Quand elle est morte, elle a emporté avec elle une lumière bien particulière de cette maison. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mon fils Clément a 42 ans. Il vit à 20 minutes d'ici, à Villeurbanne, avec sa femme Joséphine et leur fille Chloé, qui a 9 ans et qui est la personne la plus importante de ma vie. Chloé a les yeux de Céline, cette nuance particulière de gris vert que j'appelais le ciel d'automne sur le Rhône, et elle a hérité de l'habitude de sa grand-mère de collectionner de petites choses magnifiques, des pierres polies, des feuilles pressées, des plumes. Des capsules de bouteilles aux couleurs intéressantes. Quand elle vient nous rendre visite, elle apporte toujours quelque chose pour ce qu'elle appelle notre musée, qui est une étagère dans mon bureau où nous gardons ses trouvailles à côté des vieilles lunettes de lecture de Céline et d'une photographie de nous 4 au bord du lac d'Annecy. Chloé devait avoir 3 ans sur la photo, plissant les yeux face au soleil. Clément est un homme bien. Je veux être clair là-dessus. Il travaille dur. Il aime sa fille, et il porte le deuil de sa mère en silence, comme on l'a appris aux hommes de sa génération. Notre relation a toujours été solide, bien que pas particulièrement expressive. Nous regardons le football ensemble. Nous nous disputons au sujet des matchs de l'Olympique lyonnais. Nous ne disons pas « je t'aime » à voix haute très souvent, mais c'est là. Je sais que c'est là. Joséphine est une autre histoire. Je veux être juste ici, car l'équité est une valeur en laquelle j'ai toujours cru. Quand Clément l'a présenté à la famille il y a 10 ans, j'ai fait des efforts. Céline a fait encore plus d'efforts. Joséphine vient d'une famille très aisée de Bordeaux. Son père a fait fortune dans les grands crus et l'exportation de vin avant de vendre son domaine. Et elle est entrée dans notre famille avec un ensemble d'idées préconçues sur la façon dont les choses devaient être faites. Ce n'était pas malveillant, pas à l'époque, c'était juste différent. Elle s'attendait à un certain type de déférence autour duquel notre famille n'était pas construite. Céline avait l'habitude de dire « elle s'adoucira ». Et peut-être qu'elle l'aurait fait si Céline avait vécu assez longtemps pour le voir. Après la mort de Céline, quelque chose a changé. C'était subtil au début. Joséphine a commencé à se joindre à Clément lors de ses visites plus souvent, ce qui était très bien, même bienvenu. Mais la nature de ces visites a changé. Elle a commencé à poser des questions sur la maison.
des questions lancées l'air de rien. Le genre de questions conçues pour ressembler à de la conversation mais qui sont en réalité des missions de reconnaissance. Avez-vous pensé à déménager dans plus petit, Gérard? Cette maison à Écully doit être difficile à entretenir tout seul. Mon cousin travaille dans l'immobilier, les propriétés dans ce quartier ont vraiment pris de la valeur, n'est-ce pas? Clément a mentionné que votre dos vous faisait souffrir. Il serait peut-être temps de penser à quelque chose de plus gérable. Je lui répondais poliment et je changeais de sujet à chaque fois. Puis, il y a environ 2 ans, elle a commencé à venir seule. Clément voyage de temps en temps pour le travail. Il est chef de projet dans une entreprise de travaux publics, et il y a des visites de chantier qui l'éloignent de la ville pendant 3 ou 4 jours d'affilée. Pendant ces voyages, Joséphine a commencé à passer à l'improviste, soi-disant pour prendre de mes nouvelles, pour m'apporter des courses ou voir si j'avais besoin de quelque chose. J'appréciais l'attention, ou du moins j'essayais, mais j'ai remarqué peu à peu qu'elle trouvait toujours des excuses pour fouiner dans mon bureau. Un livre qui l'intriguait, une photo qu'elle voulait montrer à Chloé, un document qu'elle devait imprimer parce que leur imprimante faisait des siennes. Je garde mes papiers importants dans un coffre ignifuge dans le placard du bureau. J'ai aussi un meuble classeur avec des documents plus anciens, des déclarations d'impôts, des titres de propriété, les dossiers médicaux de Céline, ce genre de choses. J'ai remarqué, après sa 3e ou 4e visite, que le tiroir du classeur n'était pas tout à fait fermé comme je le laisse d'habitude. Je suis très précis sur ce genre de détails. 32 ans de jury comptabilité font cela de vous. Je n'ai rien dit. J'ai juste commencé à prêter une attention plus stricte. Les chocolats sont apparus un mardi de mars, il y a 8 mois, pour mon 69e anniversaire. Une magnifique boîte, un ruban sombre, le nom d'une chocolaterie artisanale de la Croix-Rousse imprimé sur le côté. Joséphine les avait laissés devant la porte avec une carte disant « Joyeux anniversaire, Gérard ». On pense à vous, Joséphine et Clément. Clément m'a envoyé un SMS séparément pour me souhaiter un bon anniversaire et a mentionné qu'il n'était pas au courant pour les chocolats, que Joséphine avait organisé cela toute seule. Quelque chose m'a poussé à ne pas les ouvrir. J'ai essayé d'analyser cet instinct avec honnêteté, car il ne reposait sur rien de concret à ce moment-là. C'était plutôt un pressentiment, le poids accumulé de petits détails qui sonnaient faux et qui s'étaient additionnés sur 2 ans, les questions sur la maison, les visites dans le bureau, le tiroir du classeur. La façon dont sa chaleur à mon égard avait augmenté de manière directement proportionnelle à mon indépendance financière croissante. Après la mort de Céline, j'avais bien géré nos investissements, et la maison d'Écully avait pris une valeur considérable. J'ai mis les chocolats dans un sac et j'ai conduit jusqu'au bureau de ma comptable. Elle s'appelle Béatrice, mais tout le monde l'appelle Béa, et nous travaillons ensemble depuis 11 ans. C'est l'une des personnes les plus perspicaces que je connaisse, et elle a elle-même une formation en audit de fraude. Je ne lui ai pas donné beaucoup d'explications, je lui ai juste demandé de les faire analyser discrètement. Elle m'a regardé avec cette expression particulière qu'elle réserve au moment où elle pense que je deviens paranoïaque. Puis elle m'a regardé à nouveau et a dit, « Je vais passer quelques coups de fil. » 3 jours plus tard, elle m'a téléphoné. Gérard. Sa voix était prudente. Les chocolats contenaient quelque chose. 3 pièces de la couche inférieure avaient été injectées, de petites marques d'aiguilles sur le dessous. Très propre. Le laboratoire a trouvé de l'aconitine. Je me suis assis. L'aconitine est dérivée de l'aconite tulou, une plante qui pousse à l'état sauvage dans certaines parties des Alpes et qui est vendue comme plante ornementale dans les jardineries de toute la France sans grande restriction. À la bonne concentration, elle provoque une arythmie cardiaque. Chez quelqu'un de mon âge avec des antécédents d'hypertension légère, ce que Joséphine savait car elle avait assisté à suffisamment de repas de famille où le sujet avait été abordé, cela pourrait très facilement passer pour une crise cardiaque. Quelle quantité, ai-je demandé. Assez pour être grave? Béa a répondu, possiblement assez pour être mortel, selon le nombre que vous auriez mangé. Je l'ai remercié et j'ai raccroché le téléphone. Ensuite, je suis resté assis dans ma cuisine pendant un long moment à regarder le jardin. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai besoin que vous compreniez pourquoi, car c'est la question qu'on m'a le plus souvent posée depuis. J'étais consultant en criminalité financière. Je sais exactement ce qui se passe quand vous portez une accusation devant la police sans une documentation inattaquable. L'enquête s'enlise. Les preuves sont contestées.
L'avocat de la défense plaide la contamination ou la mauvaise manipulation, et l'affaire s'effondre. Je n'avais qu'un seul élément de preuve, des chocolats qui avaient été en ma possession, avec une chaîne de traçabilité qu'un avocat de la défense habile pourrait réduire en miettes. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un mode opératoire. J'avais aussi besoin de comprendre l'ampleur totale de ce qu'elle planifiait, car de la conitine et des chocolats d'anniversaire n'avaient aucun sens en tant qu'acte isolé. Si elle voulait me voir disparaître, elle devait y gagner quelque chose. Et qui gagnerait-elle? La maison, les investissements, l'héritage de Clément n'étaient accessibles que si un cadre légal était déjà en place pour les récupérer. Ce qui signifiait que si elle avait été minutieuse, il y avait autre chose, quelque chose sur papier. J'ai appelé mon notaire, maître François Delorme, qui s'occupe des affaires juridiques de ma famille depuis 20 ans. Je lui ai demandé de sortir mon testament et de l'examiner attentivement. Il m'a rappelé le lendemain matin. Gérard, quand avez-vous mis à jour votre testament pour la dernière fois? Je n'y ai pas touché depuis 2019, lui ai-je répondu. Après la mort de Céline. C'est bien ce que je pensais, a-t-il dit. Parce que j'ai sous les yeux un document daté d'octobre dernier qui modifie considérablement la structure de vos bénéficiaires. Il retire l'héritage principal du compte bloqué destiné à Chloé pour le transférer directement à Clément, avec une clause stipulant qu'en cas d'incapacité ou de décès de Clément, tout revient à son épouse. J'ai noté chaque mot qu'il a prononcé. Ce n'est pas ma signature, lui ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu doucement. Gérard, il faut que vous passiez à mon étude. J'ai conduit jusqu'au bureau de François un jeudi après-midi de début avril. Il avait étalé le document sur son bureau, une falsification minutieuse, de qualité professionnelle, utilisant ce qui semblait être une signature authentifiée. Le sceau notarié provenait d'une étude située à Givors. La date était le 14 octobre de l'année dernière. J'étais à Paris le 14 octobre, pour une conférence destinée aux anciens professionnels de la finance. J'avais des reçus d'hôtel, des dossiers d'inscription et une photographie du dîner du 14 qui me plaçait à plus de 400 km de l'endroit où ce document avait été signé. J'avais un alibi pour la signature de mon propre faux testament. François et moi sommes restés assis dans son bureau pendant 2 heures pour reconstituer ce que nous pensions qu'il s'était passé. Joséphine avait accès à mon bureau, accès à d'anciens documents portant ma signature, et nous avons appris plus tard qu'elle avait un lien avec une société de services documentaires à Givors qui avait récemment été signalée par la Chambre des notaires du Rhône pour des pratiques d'authentification irrégulières. Elle avait méthodiquement mis cela en place sur au moins 1 an. Le faux testament était l'architecture légale. Les chocolats devaient être l'acte final. Ce sur quoi elle n'avait pas compté, c'est que je suis un expert comptable judiciaire qui a passé 30 ans à débusquer exactement ce genre de stratagème. Je veux vous parler de Chloé, car elle compte plus que tout le reste dans cette histoire. Chloé ignore la majeure partie de ce que je m'apprête à décrire. Elle a 9 ans. Elle devrait penser à sa collection de cailloux, à sa meilleure amie de l'école et se demander si l'OL va se qualifier pour la Coupe d'Europe. Mais j'avais remarqué dans les mois précédents la découverte de tout cela que quelque chose changeait dans son comportement lorsqu'elle venait me voir. Elle était plus silencieuse, plus prudente dans ce qu'elle disait. Elle avait arrêté d'apporter des objets pour notre musée, sans aucune explication. Et quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a regardé le sol et a dit « Maman dit que les trucs du musée, c'est un peu pour les bébés maintenant. » Joséphine avait aussi travaillé sur Chloé. La repositionnant lentement, l'éloignant de moi, affaiblissant notre lien, se plaçant au centre du monde de Chloé. C'était le genre de choses très difficiles à prouver et très faciles à nier, mais je l'ai reconnu pour ce que c'était. J'ai pris une décision à ce moment-là, avant même qu'aucune procédure légale n'ait abouti, pour m'assurer que Chloé sache que notre musée était le sien, que l'étagère n'irait nulle part, et qu'elle serait la bienvenue dans ma maison chaque jour pour le reste de sa vie. Je ne lui ai pas expliqué pourquoi. J'ai juste dit, j'espère que tu sais que rien de tout cela ne change. Toi et moi, Chloé, ça ne change pas. Elle m'a regardé un instant puis m'a serré fort autour de la taille avec ses 2 bras, comme elle le faisait depuis qu'elle était assez grande pour m'atteindre. Je sais, papy, a-t-elle dit. C'était assez. C'était l'essentiel. Maintenant, je dois vous parler de la conversation avec Clément, car ce fut la partie la plus difficile de toute cette affaire. Clément ne savait rien. J'en suis certain. J'ai repassé les preuves dans ma tête plus de fois que je ne peux le compter. Et il n'y a rien, pas un seul document,
pas une seule communication, pas un seul témoignage de quiconque impliqué dans l'enquête ultérieure qui suggère que Clément savait ce que faisait sa femme. Il était utilisé tout autant que moi. Le faux testament l'avantageait, certes, mais Joséphine l'avait intelligemment structuré. La bénéficiaire ultime en cas de décès ou d'incapacité de Clément, c'était elle. Clément était un conduit, pas un conspirateur. J'ai conduit jusqu'à leur maison un samedi matin de début mai, quand Chloé était à une fête d'anniversaire et Joséphine à un cours de pilates. J'ai demandé à Clément de s'asseoir à la table de la cuisine. J'ai posé un dossier devant lui. Je n'ai rien dit pendant un moment, je l'ai juste laissé l'ouvrir. Il a parcouru les documents lentement, le faux testament, le rapport de laboratoire sur les chocolats, l'analyse juridique de François, l'audit financier de Béa, qui avait également à ce stade découvert de petits virements irréguliers. Rien de spectaculaire, juste un schéma de petites sommes transférées d'un compte joint dont je n'avais pas connaissance vers un compte enregistré au nom d'une société écran. Clément n'a pas parlé pendant un long moment. Quand il a finalement levé les yeux, son visage exprimait quelque chose pour lequel je n'ai pas les mots justes. Ce n'était pas seulement du choc. C'était la dévastation particulière de quelqu'un qui réalise que la personne en qui il avait le plus confiance au monde n'est pas celle qu'il croyait. « Papa » a-t-il dit, puis il s'est arrêté. « Je sais » ai-je dit. Les chocolats, il n'a pas pu terminer sa phrase. « Je vais bien » ai-je dit. Je ne les ai pas mangés. Je les ai fait analyser en premier. Il a pris sa tête entre ses mains. Nous sommes restés assis là pendant un moment. Je n'ai pas essayé de combler le silence. Certaines choses ont besoin d'espace pour se décanter avant que les mots puissent s'en approcher. Dehors, un rouge-gorge s'agitait avec insistance dans la haie de Thuya. Le café que j'avais préparé refroidissait entre nous. Finalement, Clément a demandé ce que j'attendais de lui. Je lui ai répondu, une coopération totale avec François et avec la police qui est maintenant impliquée, la documentation de tout ce dont tu pourrais te souvenir. Et une dernière chose, j'ai besoin que tu réfléchisses sérieusement, pour le bien de Chloé, à ce qui va suivre. Il a hoché la tête. Il avait compris. L'enquête policière qui a suivi a été minutieusée, pour être honnête, plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Les preuves que Béa et François avaient rassemblées étaient suffisamment solides pour que le bureau du procureur de la République agisse rapidement. La société écran a été retracée jusqu'à un nom lié à Joséphine via un réseau d'affaires bordelais. L'étude notariale de Givors, sous le coup d'une enquête de la Chambre des notaires, a coopéré en échange d'une réduction des sanctions. Une employée qui travaillait à la chocolaterie artisanale de la Croix-Rousse a confirmé qu'une femme correspondant à la description de Joséphine était venue 3 semaines avant mon anniversaire, avait acheté la boîte, l'avait emportée, et était revenue 2 jours plus tard pour la récupérer. Un détail qui avait paru suffisamment inhabituel à l'employée pour qu'elle s'en souvienne. Joséphine a été arrêtée en juin, à la maison de Villeurbanne, un mardi matin. Clément avait emmené Chloé chez sa sœur à Bron la veille au soir. Chloé pensait que c'était une soirée pyjama. Elle avait apporté son sac de collection et son livre préféré sur les oiseaux de France. Ma nièce a préparé des crêpes, elles ont regardé un film et Chloé s'est endormie sur le canapé. Elle n'a pas vu les voitures de police. Elle n'a pas vu sa mère être emmenée menottes au poignet. Elle mangeait des crêpes. J'en suis reconnaissant, plus que je ne saurais le dire. La procédure judiciaire a duré 8 mois. Joséphine a été inculpée de tentative d'assassinat, d'escroquerie et de faux en écriture. Tout le poids de ce qu'elle avait fait a été exposé devant la cour d'assises du tribunal judiciaire de Lyon, méthodiquement, document par document. Sa défense a soutenu que les chocolats étaient une coïncidence, que l'aconitine s'était introduite dans la chaîne d'approvisionnement par contamination, que le testament était un document que je lui avais demandé de faire authentifier en mon nom. Chaque argument s'est effondré face aux preuves. Les jurés ont délibéré pendant moins d'une journée. Elle a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. La condamnation sera prononcée au printemps. Clément a demandé le divorce avant même la fin du procès. C'était la bonne décision, et c'était à lui de la prendre. Je ne l'y ai pas poussé. Il y est venu tout seul, à son propre rythme, de la manière dont il gère la plupart des choses, discrètement, avec plus de résolution que la plupart des gens n'en attendraient de quelqu'un qui sourit aussi facilement que lui. Chloé va bien. Elle voit une pédopsychiatre, une femme merveilleuse à Vénissieux qui est spécialisée dans les ruptures familiales, et les séances semblent l'aider. Chloé ne parle pas toujours de ce qu'elle est en train d'assimiler, mais elle le montre d'autres manières.
Le mois dernier, elle a apporté 3 nouveaux objets pour notre musée. Un morceau de verre de mer vert qu'elle a trouvé sur une plage près de Marseille, un petit bouton en laiton provenant d'un manteau qui avait appartenu à sa grand-mère, et une note manuscrite qui disait avec son écriture soignée, « Pour papy, notre musée pour toujours ». Je l'ai placé au centre de l'étagère. Nous sommes en février maintenant, et j'ai vécu avec tout cela assez longtemps pour commencer à le comprendre. Pas à pardonner, pas encore. Peut-être même jamais, mais à le comprendre de la manière dont on finit par comprendre la plupart des choses qui nous arrivent au cours d'une longue vie. Joséphine n'était pas un monstre au sens où nous imaginons les monstres. C'était une personne qui voulait quelque chose, de la sécurité, de l'argent, du contrôle, et qui s'est persuadée, probablement sur plusieurs années, que les obstacles entre elle et ces choses étaient négociables, que j'étais négociable. Que le grand-père de sa propre fille était une perte acceptable. Ce n'est pas de la folie. C'est un choix. Et les choix ont des conséquences. C'est la chose qu'elle a le plus mal calculée. Pas la piste comptable, pas le témoin à la chocolaterie, pas mon habitude de conserver des archives méticuleuses. Elle a mal calculé les conséquences de ses choix parce qu'elle avait passé trop de temps à croire que les gens prudents pouvaient être dupés. J'ai été une personne prudente toute ma vie d'adulte. Je l'ai appris de mon métier et je l'ai appris de mon père qui était un homme discret avec un esprit précis. Et je l'ai appris de 40 ans de mariage avec une femme qui m'a enseigné que prêter attention est l'une des formes les plus profondes de l'amour. Quand vous prêtez attention aux gens, que vous faites vraiment attention, vous les voyez. Vous voyez ce dont ils ont besoin, ce qu'ils craignent, ce qu'ils cachent. Céline prêtait attention à tout ce qu'elle rencontrait. Et il le ressentait. Il se sentait vu. Je suppose qu'à la fin, Joséphine s'est sentie vue, elle aussi, mais pas de la manière dont elle l'espérait. Le rouge-gorge est de retour dans la haie de Thuya ce matin. Chloé vient déjeuner samedi. Elle va apporter quelque chose pour le musée. Elle m'a envoyé par SMS la photo d'un petit morceau de quartz qu'elle a trouvé sur un chemin près de l'appartement de son père et m'a demandé s'il était digne d'un musée. Je lui ai répondu qu'il l'était absolument. J'ai mis la bouilloire à chauffer, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé la neige tomber sur le jardin de la même manière que je l'ai regardé tomber pendant 42 ans. L'érable près de la clôture que Clément a planté pour un projet d'école quand il avait 9 ans. La pente pour la luge que je ne préparerai pas cette année car mon dos ne me le permet pas, mais que j'aménagerai de nouveau l'année prochaine quand je me serai reposé. Le banc où Céline avait l'habitude de s'asseoir avec son café lors de matins exactement comme celui-ci. Je suis toujours là. Ce n'est pas rien. Je le sais maintenant plus qu'il y a un an. Être là, être présent, être prudent, être attentif n'est pas un acte passif. C'est un choix que vous faites chaque jour, aussi délibéré que n'importe quoi d'autre que vous accomplissez. Et les personnes qui comptent sur vous pour le faire, les Chloé de votre vie, celles qui vous apportent du verre de mer et collent leur visage contre la fenêtre quand elles arrivent, elles ont besoin que vous continuiez à le faire. Alors vous le faites. Vous prêtez attention. Vous accordez votre confiance lentement et vous vérifiez toujours. Vous conservez vos documents. Vous posez les questions qui n'ont pas de réponse confortable, et vous protégez les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. Et quand quelqu'un vous tend une boîte de chocolat avec un peu trop de chaleur dans le regard, vous écoutez la petite voix silencieuse qui fait ce travail depuis plus longtemps que vous, puis vous appelez votre comptable. Il y a une chose que je veux dire directement à quiconque regarde ceci et qui pourrait se trouver dans une situation similaire, qui est plus âgé, qui vit seul, qui a ressenti ce malaise particulier quand une personne proche commence à prêter un peu trop d'attention à ses finances. À sa maison ou à sa santé. S'il vous plaît, entendez bien ceci. Vous n'êtes pas paranoïaque parce que vous faites attention. Vous n'êtes pas cruel parce que vous posez des questions. Vous ne causez pas de problème en protégeant ce que vous avez mis toute une vie à construire. L'abus de faiblesse et l'extorsion financière envers les personnes âgées sont parmi les crimes les moins signalés en France. Non pas parce que cela n'arrive pas, mais parce que cela se produit le plus souvent au sein des familles, où la honte pousse les victimes à se taire. Ne vous taisez pas.